Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégiés. Notre saison 2 est en feu avec des centaines de milliers de visionnements en seulement 2 épisodes. Au nom de mon équipe, je vous remercie profondément pour votre support constant et votre présence à chaque rendez-vous. Nous souhaitons vraiment que ce merveilleux projet perdure et ça, c'est grâce à vous. Je vous l'ai déjà mentionné lors des émissions précédentes, mais ça vaut la peine de le redire. Notre saison 1 a été exceptionnelle et nous avons reçu plus de 1,5 million de personnes et 3,5 millions de visionnements en à peine une vingtaine d'épisodes. Et cette année, je veux battre ce chiffre, j'y crois fermement. Aujourd'hui, notre sujet se battre toute sa vie et notre invité spécial a un historique exceptionnel à son actif en termes de combat, possiblement plus de combats que moi en fait. Mais avant tout, comme chaque semaine, vous pouvez vous aussi gagner votre privilège. Cette semaine, nous vous donnons la chance de gagner 6 livres de Pat de Côté dans l'Octogone et dédicacés. Et en plus, chacun des gagnants recevra un abonnement pour le prochain Gala UFC 287 diffusé en direct de Miami. Pour participer, c'est simple, partagez cet épisode via Facebook et vous pourriez être notre gagnant de la semaine. Donc sans plus attendre, cette semaine, Pat de Côté, comment ça va? Hey, ça va super bien. Merci beaucoup d'être en studio ce matin. Ce matin, ce midi, ce soir. En fait, petite anecdote, c'est ta fête? C'est ma fête, exactement, ouais. C'était touché. Oui, c'est touché. Moi, je suis un année bissextile, donc c'est le 29 février, une fois aux 4 ans. Donc, cette année, j'en ai pas, mais je vieillis pareil, c'est ça qui est plate. On diffuse ça mi-mars, mais aujourd'hui, tout le monde, on est le 1er mars. Et Pat a manqué sa fête, mais tu es avec nous en studio. Je suis avec vous, exactement. Ça fait bien plaisir. Merci beaucoup. Toute une histoire. J'ai vraiment toute une histoire au niveau de ton parcours. On parle de se battre toute sa vie. Puis je veux commencer en douceur. Parce que ça vaut la peine de passer chaque étape de ton parcours qui part, je dirais, d'une vie tout à fait normale. On part du secondaire, on s'en va dans les bars. Finalement, on se retrouve même dans l'armée. Je suis en train de tout vous donner des spoilers. Pat, 14 ans de carrière dans la UFC. Tu te considères comme le premier Pat de Côté, le deuxième derrière Georges Saint-Pierre, qu'on peut nommer aujourd'hui. Depuis 2008, tu es analyste francophone de tous tes combats du UFC diffusés à RDS. 38 semaines par année, je crois. À peu près, ouais. On remercie la conjointe de Pat de Côté d'être avec les enfants pendant les diffusions. Dis-moi, Pat, ça commence où, toute cette histoire-là? Ben, écoute, ça commence à Rimouski. Moi, je suis né dans un petit village de Saint-Narcisse, un petit village de 800 habitants, 5 rues. C'est figé dans le temps. On dirait le temps d'une paix, honnêtement. Là. Peut-être trop jeune pour connaître ça, mais c'est une vieille émission. Une émission qui est... C'est vraiment, là, c'est figé dans le temps. Il y a une église en plein milieu du village. Il y a 5 rues. Le monde ne barre pas leurs portes. Là. Le monde, ils sont capables de faire des avions avec des moteurs de tondeuse. Là. Honnêtement, c'est une place que j'adore, puis c'est mes racines, puis j'adore ça. Puis ça a commencé là. Puis par la suite, moi, je suis déménagé à Sherbrooke avec ma mère. J'ai été élevé par une mère monoparentale qui a été extrêmement courageuse. On a vécu sous le seuil de la pauvreté. Ça a été extrêmement, extrêmement difficile de joindre les deux bouts. Mais les valeurs que moi, j'ai eues de ma mère, c'est de ne jamais se contenter de ce qu'on a. Donc, même si on n'avait pas grand-chose, c'était toujours d'aller pousser plus loin. Okay. Donc, être né pour un petit pain, nous autres, c'est une expression qui n'existait pas chez nous. Okay. On ne croyait pas à ça. Il y avait de la persévérance. Il y avait de la persévérance, exactement. On voulait s'en sortir tellement qu'à un moment donné, ma mère, lorsque j'avais 12-13 ans, elle s'est blessée au travail, sérieusement. Pendant 2 ans de temps, elle a été un peu invalide, pas un peu, mais elle a été invalide. Donc, j'ai eu des responsabilités quand même assez jeunes dans ma vie. Donc, à 12-13 ans, j'allais faire l'épicerie en taxi. Puis, c'était quelque chose de bien spécial aussi. J'ai appris la valeur de l'argent très rapidement. J'ai appris les responsabilités très rapidement aussi. Puis ça a fait un peu ma base de responsabilité que j'ai aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Excellent. Puis, on part de Rimouski. On décide d'aller travailler dans des bars, de ce que j'ai pu comprendre. Aujourd'hui, on a, écoute, beaucoup de choses. Je marque sur une feuille. Tu as sorti un livre sur ta vie et tes objectifs. On parle de persévérance. Tout est possible. Aujourd'hui, on a un 2e livre dans l'Octogone. Qu'est-ce qu'on veut te transmettre comme message par rapport à ton parcours? J'imagine que tu considères, en fait, on le sait très bien, tu t'es battu toute ta vie physiquement et émotionnellement, on peut dire ça comme ça. Au niveau du mental, ça a un impact aussi.
Qu'est-ce que tu as voulu transmettre dans ton livre Tout est possible, si on se concentre sur celui-ci? Ben, le titre le dit, tout est possible, dépendamment que tu viens de n'importe quel monde social, que tu aies des sous, que tu n'aies pas des sous, que je veux dire, ça change absolument rien. Je veux dire, quand tu crois à quelque chose, quand tu trouves une passion, je pense que tout est possible. C'est mes conférences que je donne, c'est basé justement sur ce livre-là. Ma conférence s'appelle Tout est possible, sur la motivation puis la résilience. Je pense que la résilience, pour moi, pour avoir ma face à côté du dictionnaire de ce mot-là, parce que j'ai tout le temps trouvé une façon de revenir au sommet malgré les grosses embûches. Je ne l'ai pas fait toute seule. Je pense que j'étais bien entouré. C'est une des plus belles qualités que j'ai dans ma vie, c'est d'être capable de bien m'entourer. Ce qui fait que peu importe les épreuves, j'étais capable de m'appuyer sur du monde qui était capable de me remonter au sommet aussi. Mais j'ai tenté beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis planté à plusieurs reprises. Puis ça a été juste bénéfique pour moi. Je pense que moi, j'encourage le monde à échouer. Je pense que j'encourage le monde à essayer. Puis même si ça ne marche pas, au moins, tu vas apprendre quelque chose là-dessus. Tu vas devenir une meilleure personne par la suite. 100%. Puis comme tu le sais, on t'a privilégié. Puis notre but, c'est de donner une certaine influence, d'impacter les gens dans leur vie à passer à l'action. Puis là, j'ai envie de faire un scénario avec toi, Pat, parce que ça me parle beaucoup. Là, le tout est possible. Tu t'es battu pendant 14 ans. J'aurais fait un combat, j'aurais été mort. On l'a dit tantôt, c'est complètement vrai. Puis tu as eu le courage de le faire par passion. J'imagine aussi pour un côté familial qui est très fort chez toi, qu'on va discuter tantôt. Mais ma grande question, c'est que disons que moi, je me dis, là, la vie, c'est de la merde. Moi, je suis quelqu'un qui écoute Privilégié aujourd'hui, puis je me dis, la vie, c'est de la merde. Ça marche pas. C'est pas à mon goût. Je vis dans le négatif, là, clairement. C'est ce que j'essaye de te mimer. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là, ou à celle ou à celui qui se dit ça en ce moment, qui ne voit pas le bout? Bien, premièrement, je vais l'encourager à se trouver une passion. Je pense que c'est ça qui va te mener, qui va te leader vers quelque chose, de te lever le matin et de retrouver peut-être le plaisir de te lever le matin, justement, puis le plaisir de la vie. Oui. La passion, c'est tout. Puis, si tu te lèves le matin et tu n'es pas heureux de faire ce que tu fais, ben change. Ça a l'air facile à dire, mais c'est possible. Mais c'est juste que beaucoup de monde qui attendent que ça arrive tout seul. Je veux dire, moi, ce que j'ai de la misère, c'est quand ça va bien, on remercie la vie. Quand ça va mal, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour. Mais le contraire peut être bon aussi. On a beaucoup de difficultés à se donner de la gratitude sur les bonnes choses qu'on fait. C'est toujours la faute des autres et non pas la faute de nous autres. J'ai une partie dans ma conférence qui s'appelle « Il faut être égoïste dans la vie ». Mais pas être égoïste au niveau matériel, mais au niveau émotionnel. En voulant dire que la personne la plus importante dans ma vie, même si j'ai 2 enfants, j'ai ma femme, puis je tuerais pour eux autres, la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Parce que si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne serai jamais capable d'être un bon mari, je ne serai jamais capable d'être un bon père à 100%. Il faut que je m'occupe de mes problèmes à moi avant de m'occuper des problèmes des autres. Mais ça, ici, on a cette mentalité-là d'être égoïste. C'est mal vu sur la vision des autres envers nous-mêmes. Je comprends. Mais il faut s'occuper de soi en premier avant de s'occuper des autres si tu veux être une bonne personne pour les autres par la suite. Si tes pieds ne sont pas à terre, tu ne seras pas capable d'aider les autres à s'accrocher au sol. Ouais. C'est un peu ça l'idée là-dedans. Puis là, on va revenir un peu plus loin. Disons, on va aller dans le passé, dans ton parcours. Ça commence à Rimouski. Tu as vécu toute ta jeunesse uniquement avec ta mère. Parle-nous de ça. Ta mère a eu une blessure au dos, de ce que je sais aussi, puis ça a duré vraiment longtemps, ce qui t'a forcé à commencer à travailler à un jeune âge. Oui, exact. Comment ça fait partie de ton début de parcours, mais ça t'a amené où, ça? On le sait, là. Où est-ce que ça t'a amené, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette époque-là de ta vie? Ma mère et moi, j'étais un enfant unique. Donc, on est devenu plus une équipe qu'une famille, je te dirais. Donc, on s'entraidait énormément. Puis de toute façon, ma mère était invalide, donc fallait que j'aide, peu importe. Et je n'étais pas obligé de le faire, on s'entend. Mais avec les valeurs que j'avais déjà à cette époque-là, pour moi, c'était important. Puis je m'étais parti d'une petite compagnie de lavage de vitres. Je passais Publisac, je peinturais des balcons l'été. Pour moi, c'était bien important. Puis surtout, je jouais à un sport de haut niveau qui était le soccer. Okay. Donc, je jouais pour l'équipe élite de l'Estrie, je jouais pour l'équipe du Québec aussi, à un moment donné. Puis, ça coûtait quasiment aussi cher que jouer au hockey. Donc, notre entente, ce qu'on faisait, c'est que ma mère a dit « OK, je vais payer la moitié, mais il faut que tu payes l'autre moitié si tu veux être capable parce qu'elle n'était pas capable. Donc, si je voulais continuer de jouer dans l'élite de ce sport-là, il fallait que je paye la moitié. Donc, ça me donnait une autre motivation pour aller travailler puis partir des petites entreprises comme ça.
Fait que ce qu'on peut considérer, c'est que tu as eu beaucoup de discipline à un très jeune âge pour poursuivre tes passions, qui à l'époque étaient le soccer, qui t'ont amené à sortir du cégep. Tu as fini tes études. Tu as étudié en quoi? Par curiosité? Ouais. Parle-nous de ça, tes études. Moi, au secondaire, j'étais très bon à l'école. J'avais une moyenne de 85-90 pour quand je suis sorti du secondaire. Pour moi, c'était facile. Puis au secondaire, pour moi, quand tu es logique, tu écoutes, tu n'as pas besoin d'étudier tant que ça. Pour moi, c'était ça, ma facilité. Parce qu'à tous les jours, quelqu'un me prenait en main. Quand je suis arrivé au cégep, ils nous ont dit « OK, dans 2 semaines, on se revoit dans 2 semaines, vous avez ça à nous remettre. Tu me laisses à moi-même, ça ne marchera pas. » Dans ce temps-là. Donc, là, j'ai commencé à connaître les bars, la vie étudiante également. Puis moi, j'étais un gars très excessif. Donc, dans mon entraînement, c'est soit que je m'entraînais à 100%, ou soit je faisais le party à 100%. C'est un des deux. Mais c'est comme ça. Hangover en shape. Exactement. Ça part de Puis là. quand je commençais un camp d'entraînement pour un combat, du jour au lendemain, je tombais sobre, la diète embarquait. Tu sais, pour moi, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de zone grise comme telle. Puis c'est un peu ça qui est arrivé au cégep. Puis à un moment donné, j'étais rentré en informatique en 99. Ah ouais? Je ne savais pas quoi vraiment faire, mais je me suis dit, d'après moi, l'informatique dans le futur, ça va être bon. Je suis rentré en informatique. Puis j'ai pas vraiment aimé ça, honnêtement. Là, j'ai fait 2 sessions, je pense, puis je suis sorti de là. Puis là, j'ai commencé à travailler dans les bars. Puis là, je suis devenu quand même assez populaire dans les bars à Sherbrooke, notamment au Well Pub. Puis on était 3 cousins qui travaillaient dans ce bar-là. Donc, c'était notre vie. C'était notre vie. On travaillait 6 jours semaine dans ce bar-là. On a eu du plaisir. On n'a pas fait une scène, mais on a eu vraiment, vraiment du fun. Ça m'a appris une expérience de vie, pas une expérience budgétaire, on va se le dire. Ouais. Puis c'est ça. Puis un moment donné, tu sais, veux pas, tous mes amis qui allaient à l'école, ils s'en allaient. Ils finissaient leur cégep, ils s'en allaient, ils s'en vont à l'université, ils s'en changent de ville. Là, un moment donné, je prenais tous mes amis. Puis là, un moment donné, je me disais, OK, il faudrait bien que je fasse de quoi à un moment donné. Puis mon parrain, lui, était dans l'armée. Puis je me suis toujours dit, c'est pas à cause de ça, mais peut-être, à un moment donné, ça a toujours été dans mon subconscient. Puis je me suis enrôlé dans l'armée à 19 ans, 99 dans le fond. Okay. Dans quel poste dans l'armée? Dans l'infanterie. Dans l'infanterie. Donc, dans celui-là qui manque le moins d'études. Mais c'était pas pour ça, c'était juste parce que moi, j'étais un gars de terrain. J'étais un gars qui est vraiment performant sur le terrain. Avec les gens, quand c'est la job à faire, moi, je suis capable de la faire, peu importe. Okay. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que en garnison, ça veut dire que dans les inspections, dans le cours de recrue, ils venaient voir ton lit, ils venaient voir des choses comme ça avant que tu fasses ton métier, que tu t'ajoutes une maison puis que tu sois dans l'armée. Oui. J'étais pourri. J'étais pas bon. Même si j'essayais de laver bien mes bas, de cirer mes bas, de me couper les cheveux à la bonne place, ça marchait pas. Tu avais de la discipline, mais quand les autres te demandaient d'en avoir, ça marchait pas, de ce que j'entends. Ouais, c'est parce que moi, ma job, je la faisais. Puis pour moi, ce qui fait pas de logique dans la vie, puis là, le monde va dire, ouais, ça n'a pas de bon sens, t'es un petit peu niaiseux. Mais tu sais, la discipline de l'armée, j'avais bien de la misère avec ça. Ouais. Un peu la base de l'armée, la discipline. Mais la job de l'armée, je l'aimais. Okay. Tu sais, être fantassin, aller dans le bois. J'étais un des meilleurs soldats sur le terrain, mais en garnison, j'étais un des pires. Okay. Fait que c'est une roue qui tournait comme ça. Puis souvent, je me suis sauvé de mesures disciplinaires parce que je faisais la job comme on me demandait comme fantassin et moins comme en garnison, comme en inspection, des choses comme ça. OK, excellent. Je suis vraiment surpris. On part de loin, là. On part vraiment de loin. Puis moi, ma prochaine question, c'est qu'on va tomber dans une très grande portion de ta vie qui a été évidemment les arts martiaux mixtes, qu'on appelle communément la UFC. Évidemment, il n'y a pas juste ça. À quel âge tu as pris la décision de te diriger dans les arts martiaux? Moi, quand j'étais dans l'armée, là, plus jeune, je faisais du judo. OK. Puis après ça, j'ai arrêté ça pendant un petit bout. Après ça, dans l'armée, j'ai commencé à boxer. Puis j'ai vraiment acquis ça vraiment facilement, la boxe. Puis toute ma génération, on a tout appris à aimer ce sport-là en regardant des vidéocassettes de UFC 1, 2, 3 qui étaient un bain de sang, qui était vraiment sauvage. Il n'y avait pas de règlement. J'ai jamais écouté ça. Non, mais il n'y avait pas de règlement. Mais tu sais, fallait que ça commence à quelque part. Ouais. Donc, c'était vraiment on appelait ça du combat extrême pour une raison. C'était pas des arts martiaux mix aujourd'hui qu'on a trouvé un nom pour ce sport-là. Puis veux pas, en étant un gars de terrain, en étant un gars d'action, ça m'avait toujours attiré. Puis il y avait une organisation qui était au Québec dans le temps. Puis j'avais fait mes démarches moi-même pour avoir un combat. Mon premier combat amateur, je l'ai
je l'ai perdu, je me suis fait donner une raclée, mais je suis tombé en amour avec ce sport-là pareil. La passion est devenue, à partir de là, vraiment un objectif de vivre de ce sport-là. Puis on s'entend qu'en 2000, 2002, 2003, 2004, là, le pourcentage de vivre de ce sport-là d'un Canadien français, un Québécois était très minime, voire impossible. C'était nouveau, là, mais nous, oui. en position, aujourd'hui, la UFC est hyper connue. On se retrouve entre amis pour le Super Bowl, la UFC, tous les événements sportifs, le hockey aussi en fait partie. Mais à l'époque, la UFC était mal perçue, là, à ma connaissance, ou du moins était moins bien encadrée. Est-ce que je me trompe? Je te dirais que c'était beaucoup plus underground. C'était très moins connu. Il y avait beaucoup moins d'événements également. À partir de 2005, vraiment, l'UFC est parti en flèche. Ça n'a jamais arrêté. Okay. C'est vraiment à partir de là. Moi, je suis rentré en 2004 à l'UFC, en même temps, la même année que Georges. Puis on a fait partie de l'évolution de ce sport-là. Moi, je suis très fier de ça, de la popularité de ce sport-là ici au Québec et au Canada aussi. Mais tu regardes le sport en 2004 quand on a commencé, puis le sport aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est sûr et certain. Puis, qu'est-ce qui amène un soldat? Bon, j'entends tout ce que tu me dis. On était bon dans le travail, mais comment tu as appelé ça, la guérison? La garnison. La garnison, ça, c'est ce qu'ils veulent dire par se tenir droit puis écouter les supérieurs. C'est ça. Parfait. Mais qu'est-ce qui t'amène dans la UFC? Est-ce que c'est parce que, justement, en tant que militaire, tu aimais le côté travail de combat ou de protéger la population? Qu'est-ce qui t'amène là-dedans? Qu'est-ce qui te passionnait du côté des arts martiaux mixtes? Ben, comme je t'ai dit, j'ai fait dans l'armée, j'ai fait quelques combats aussi. Okay. Je suis devenu professionnel quand j'étais dans l'armée. Okay. J'ai gagné mes 5 premiers combats, je suis devenu champion canadien. Wow, donc, ça allait quand même bien. Puis là, on a reçu l'appel de l'UFC. Puis je commençais à être tanné de l'armée à cause justement de la discipline en garnison. Je commençais à en avoir plein mon casse un peu aussi. puis honnêtement, j'ai brisé mon contrat. J'ai vraiment brisé mon contrat. J'ai dit, OK, moi, je m'en vais avec une pénalité sur la mini-pension que j'avais acquérie dans ce temps-là. Mais pour moi, je pense pas qu'il y a une job qui mérite ou un chèque de paye qui mérite que tu sois malheureux de te lever à tous les matins. C'était vraiment ça mon minding. Ça, c'est fort. Là. C'est un très bon conseil. Moi, je l'applique dans la vie. Si tu te lèves et que tu n'aimes pas ce que tu fais, change de job. Exact. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est facile de dire ça, mais de le faire. Tu as tout à fait raison. Mais il y a tout le temps un cercle dans la vie que tu dis, OK, ça va bien, oui, continue. Ça va pas bien, non, change quelque chose. Ouais. Moi, c'est tout le temps ça que. Puis il y a tellement de ressources aujourd'hui. Puis, je crois pas à la chance, moi, je crois aux opportunités. Puis je pense qu'il y a des opportunités à tous les jours que tu regardes à gauche, à droite, puis il y en a, puis c'est à toi de les prendre, c'est à toi de les saisir, c'est à toi de prendre tes décisions aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, on se parle, puis tout ce que j'ai aujourd'hui, ça date d'une décision que j'ai prise, mon premier combat à l'UFC. Mon premier combat à l'UFC, j'ai supposé me battre sur le premier combat de la sous-carte, où ce que personne, donc c'était l'UFC 50 en 2004, et 4 jours avant ce combat-là, on s'en allait prendre l'avion pour s'en aller à Atlantic City, qui était dans ce temps-là. Le main event de ce combat-là, de ce gars-là, le gars s'appelait Tito Ortiz. Tito Ortiz, qui était mon idole dans ce temps-là. J'avais appelé mon chien Tito en l'honneur de lui. Je l'avais sur mon screensaver toutes les fois que j'ouvrais mon ordinateur. C'était vraiment un combattant que je regardais, c'était mon idole. C'était un gars qui était très arrogant, mais c'était un bon lutteur. C'était un gars qui faisait beaucoup de dommages au sol aussi. Puis, son adversaire s'est blessé. Puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas de gala aussi souvent comme aujourd'hui. Donc, il fallait trouver... Il ne pouvait pas se permettre de perdre cette tête d'affiche-là, qui était Tito Ortiz, qui était le poster boy de l'UFC, qui était l'ancien champion du monde aussi, qui était vraiment une très, très grosse vedette. Wow. Puis, ils ont appelé probablement... Ben, pas probablement. Ils ont appelé tout le roster de l'UFC à 205 livres. Pas personne qui a voulu accepter ce combat-là à 4 jours d'avis, à part nous autres. Ils ont appelé à la fin, puis ils étaient comme leur dernière ressource. Ils disaient, OK, voulez-vous? On a regardé, on a dit, ben, why not? Cette opportunité-là, ils m'ont fait rentrer par la grande porte de l'UFC. Je ne pouvais pas dire non. Même encore aujourd'hui, ça n'a jamais été égalé que ton premier combat dans l'UFC soit le main event, dépendamment avec l'expérience que moi j'avais. Donc, 4 jours plus tard, je me suis retrouvé face à mon idole de l'autre côté. Puis, l'espèce de phrase, dire que, OK, entraîne-toi jusqu'à temps que tes idoles deviennent tes rivaux. Ouais. Ben, moi, je l'ai vécu, ça. Donc, je peux dire que c'est vrai, que ça se peut, ça. Donc, c'est quand même assez spécial. Puis, la meilleure affaire qui m'est arrivée quand je parlais tantôt d'échecs,
c'est d'avoir perdu ce combat-là. Je l'ai perdu par décision. Je n'étais même pas supposé rester là pendant 30 secondes parce que personne ne me connaissait. C'était mon premier combat. Mais j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Parce qu'après ça, tout le monde me parlait de moi et non pas de la victoire de mon adversaire. Fait qu'aujourd'hui, quand le monde me dit que je suis chanceux d'avoir tout ce que j'ai, je leur rappelle cette histoire-là. Puis est-ce que le 22 octobre 2004, tu aurais dit oui à cette opportunité-là? Probablement pas parce qu'il n'y a personne qui voulait prendre cette décision-là à part moi. Fait qu'aujourd'hui, je dois tout ce que j'ai à la décision que moi j'ai prise. Là, beaucoup d'années en 2004. Félicitations. Très beau parcours. Puis, dis-moi, Pat, on parle de se battre toute sa vie. Tu viens de le dire, la vie fait partie des décisions que tu entreprends tout au long de ta vie. Puis, c'est ce qui permet d'aller à gauche ou à droite. Quel genre de sacrifice ou de mindset tu prends avant un combat? Je sais que tu n'es plus actif présentement, mais quel genre de sacrifice ou mindset tu prenais avant chacun de tes combats? Ben, le truc de ne pas être nerveux, le truc d'être le moins nerveux possible, parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, tu réalises que tu ne vas pas cueillir des fraises non plus. Là. Non. Mais il reste que je pense que la préparation, contrôler le contrôlable, c'est une phrase que j'ai appris à travers ma vie professionnelle et personnelle. C'est la phrase qui a changé complètement mon mindset sur le stress que je peux avoir et sur le contrôle de qu'est-ce que je ne peux pas contrôler, justement. Contrôler le contrôlable, c'est tu te prépares le plus possible pour arriver au but. Puis si ça ne marche pas, ben au moins tu n'auras pas l'espèce de tu ne vas pas t'en vouloir parce que tu n'as pas fait les bonnes choses. Non, c'est ça. Comme je dis des fois, quand je fais des conférences aux écoles, je demande à tout le monde, est-ce qu'il y a du monde qui sont nerveux après un examen d'avoir leur note? Puis il y en a la moitié qui lève le main, mais je le regarde, je dis, mais ça ne fait pas de sens. Parce que tu ne peux plus rien changer. Exact. Même si tu ne dors pas la nuit après, ta note, elle ne va pas changer. 100%. Ce qu'il faut faire, c'est te préparer. C'est pas une phrase sexy, mais c'est ça pareil. Quand tu te prépares, tu ne coupes pas les coins ronds, tu arrives à l'examen, puis tu te dis, OK, je vais y botter le cul à cet examen-là. Tu prends confiance. Exactement. Tu finis ça, puis tu dis, ouais, je l'ai eu. Je l'ai fait du mieux que je pouvais, puis pas j'espère, mais je suis sûr que je vais l'avoir. Puis dans les combats, c'est la même chose. J'avais pas triché sur mon entraînement, pas triché sur ma nutrition, pas triché sur les sacrifices que j'étais supposé faire, couper du monde social. J'avais fait tout parfaitement. Puis ce soir-là, je perdais, c'était la soirée de mon adversaire, mais j'avais pas la culpabilité de moi d'avoir pas fait les bonnes choses. Excellent. Écoute, Pat, je veux ramener un point sur la table. Je te lance des fleurs aujourd'hui, le jour de ton anniversaire. Tu es le deuxième Québécois et Canadien avec la plus grande carrière en MMA, dont dans la UFC. J'imagine que tu ne te rends pas là en criant ciseaux. Ça vient avec des sacrifices. Puis moi, j'aime beaucoup ramener ça à la fameuse pensée qui se promène dans le monde de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui ou des gens qui veulent se partir en affaires, du overnight success. T'sais, j'ai adoré la réponse d'Elon Musk la semaine passée qui dit il est chanceux, il y a un contrat du gouvernement. Oui, mais ça fait 15 ans qu'il brûle des fusées à coût de 2 milliards avant d'avoir réussi avec Starlink. C'est quoi les sacrifices que tu as fait pour te rendre là? As-tu été chanceux? Ça va être ça ma question. Ben, c'est comme tantôt je te parlais, la décision que j'ai prise en 2004, c'est pas grand monde. Personne ne voulait la prendre à ma place. Tu as pris le risque. J'ai pris le risque. Moi, mes 4 premiers combats à l'UFC, je les ai perdus aussi. Donc, à un moment donné, tu te dis, OK, j'ai-tu l'espèce le curse de l'UFC, le curse de la cage de l'UFC. J'ai perdu mes 4 premiers combats à l'UFC, puis à un moment donné, tu te remets en question, mais j'ai jamais oublié pourquoi j'avais commencé ça. Je pense que c'est ça aussi. Quand ça va pas bien, oublie jamais pourquoi tu as commencé. Tu as commencé ça parce que tu aimais ça. Tu as commencé ça parce que c'était une passion. Ça ne veut pas dire que ça va marcher comme il faut. Exact. Puis je prends tout le temps l'exemple d'un arbre. L'arbre, tu peux passer dans le milieu pour aller au sommet, puis ça va aller bien vite. Mais tu peux prendre toutes les branches autour, ça va être plus long, mais tu vas te rendre au sommet pareil. Ouais. Moi, c'est ça qui est arrivé. Mon plan A, à moi, était de me battre au championnat du monde de l'UFC. C'est arrivé en 2008. Ça aurait pu arriver en 2006 si j'avais gagné un combat de plus. C'était ça le prix de cette victoire-là, c'était avoir un combat de championnat du monde. Je l'ai perdu. J'aurais pu juste arrêter d'y croire, mais j'ai continué à y croire. Puis j'ai comme une espèce de... Comment je peux dire ça? J'ai comme une espèce d'aversion envers un plan B. Je ne crois pas vraiment au plan B. Je crois au plan A avec beaucoup de détours, beaucoup de branches. Mais quand tu as un plan B, tu te donnes l'option du plan A de l'échouer. Ça devient une béquille. Puis si j'avais eu un plan B, après mes 4 premiers combats au UFC que j'ai perdus, j'aurais pas continué. Après la défaite que j'ai eue en 2006 qui m'a amené à un combat de championnat du monde, j'aurais pas continué. Quand j'ai commencé ça, je voulais me battre au championnat du monde. J'ai jamais perdu cet objectif-là. Puis finalement, en 2008, c'est arrivé. Félicitations. Sincèrement. Et je nous ai préparé un petit jeu aujourd'hui. J'aime ça, twister l'événement.
J'aimerais te poser 5 questions en rafale. Parfait. Avec des réponses qui vont nous permettre de comprendre un peu ton cheminement puis ta pensée derrière certaines étapes de ta vie. La première étape pour ton premier combat que tu as perdu contre Tito Ortiz. Quand tu as accepté le combat à 4 jours de préavis, sans préparation, j'ose imaginer, je ne te l'ai pas demandé, mais j'imagine que tu étais préparé, tu t'entraînais, mais tu n'avais pas la préparation pour ce combat-là. Quand tu es arrivé dans le ring, en une phrase, c'est quoi que tu t'es dit? Moi, je croyais vraiment que j'étais capable de gagner. Ah ouais? Honnêtement, c'est sûr que... L'important, c'est pas ce que le monde pense autour, c'est ce que toi, tu penses. Okay. Donc, tout le monde pensait que j'allais me faire démolir en 30 secondes. Et moi, j'étais là pour une raison, puis je me suis dit, si je suis là avec lui, c'est parce que je mérite d'être là, tu comprends? Puis, j'ai regardé l'autre bord, je me suis dit, écoute, c'est pas moi qui ai la pression, c'est lui. Là. Je suis même pas supposé d'être là. Donc, j'ai utilisé cette espèce de liberté de pression que j'avais pas sur les épaules pour y aller. Puis, il n'y avait pas d'attente envers moi non plus. Donc, c'était vraiment plus facile pour moi juste d'y aller. Puis, c'est pour ça que j'ai fait 3 rounds. Et j'ai perdu les 3 rounds, mais peu importe, le résultat n'est pas important dans cette histoire-là. Ce qui est important, c'est que je suis allé, puis à cause de ce combat-là, même 15 ans après, à mon dernier combat à l'UFC, il parlait encore de mon début. De ce premier combat-là. Qui t'a permis de rentrer dans l'industrie, puis de prouver qui t'étais, puis jusqu'où tu voulais aller directement. Ma prochaine question, c'est violence ou thérapie? Et là, tu peux me rattraper sur mes mots, OK? Mais c'est important parce que je vais te donner un peu de contexte. Pourquoi je sors ces 2 mots-là? La UFC, la MMA sont des sports de combat. Il y en a qui vont voir ça comme de la violence un peu, pas primale, mais tu sais, c'est comment je peux dire ça? C'est un sport c'est un sport comme un autre, mais selon toi, tu associes les arts martiaux, pas les arts martiaux, mais la MMA précisément et la UFC à de la violence ou à une certaine forme de thérapie? Ou à aucun des deux? Je pense que la violence, où ce que tu vois la violence, ça t'appartient. Ça appartient à chacun. Moi, personnellement, je trouve ça bien plus violent, un cross-check au hockey dans la bande de dos. C'est solide. Okay? Je trouve ça bien plus violent que 2 personnes entraînées, volontaires, qui sont là, qui savent ce qu'ils font, sous des règlements qui sont vraiment bien appliqués, une régie qui supporte ça, qui chapeaute ça, qui plafonne ça. Je trouve c'est un sport de contact. C'est pas fait pour tout le monde. Non. C'est correct. C'est un peu pour cette raison-là que j'ai écrit mon 2e livre dans l'Octogone. C'est pas un mot, là, j'allais dire déviolencer. On invente des mots aujourd'hui, déviolentise. Mais juste pour, t'as le droit de pas aimer ça. C'est correct. Mais moi, ce que je veux, c'est que le monde respecte les athlètes qui font ça. Parce qu'aujourd'hui, des anciens champions olympiques qui s'en vont faire des arts martiaux mixtes pour gagner des sous. Tu as du monde qui, à cause des arts martiaux mixtes, se sont sortis de l'enfer de la drogue. À l'UFC, tu as 2 anciens héroïnomanes qui sont là. Puis à cause du sport des arts martiaux mixtes, juste des arts martiaux, ils se sont sortis de là. Ils ont trouvé quelque chose d'autre à s'accrocher. Puis tu sais, je trouve que c'est des belles histoires, ça. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, je pense que c'est un sport de contact. Mais j'espère juste que, tu sais, quand tu finis de lire mon livre, là, moi, mon but, c'est pas de te convaincre d'aimer ce sport-là. Tu as le droit de ne pas aimer ça. Moi, du patinage artistique, j'aime pas ça. Mais le gars qui fait 4 tours dans les airs, je suis pas capable de le faire, mais j'ai bien du respect pour ça. Tu comprends? Fait que c'est juste ça pour moi qui est important. Je suis d'accord. Puis ce sport-là, tu sais, je l'ai tatoué dans la face, pas à cause des cicatrices, mais à cause que tout le monde se rappelle de moi. Tu sais, puis aujourd'hui, même si je fais de l'acting, je travaille dans la communication, ça, mettons, je gagne, je sais pas moi, un Gémeaux, ça va toujours être « Hey, c'est l'ancien combattant qui a gagné un Gémeaux ». Ça va toujours être ça. Ouais. Fait que jamais je vais me séparer de cette image-là. Puis c'est exactement pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Parce que ça va tout le temps me rester collé à la peau. Ouais. Donc, pourquoi pas utiliser ma tribune puis utiliser ma vitrine médiatique pour expliquer c'est quoi ce sport-là, pour un peu mieux le comprendre. Je pense que quand tu comprends plus les choses, ben, tu es moins porté à juger facilement. Puis c'est même pas une question de jugement. T'sais, j'ai utilisé le mot thérapie, mais tu as parlé de 2 anciennes héroïnomanes qui sont rendus champions du monde. C'est une thérapie pour eux. Ben, c'est une thérapie pour plusieurs jeunes aussi. Tu vois, aujourd'hui, là, les cours de jiu-jitsu brésilien, il y a beaucoup d'enfants qui vont là. C'est vrai. Puis, peu importe le sport, là, tu fais bouger tes enfants. Après ça, il va avoir une meilleure concentration. Il va avoir une meilleure éducation, je pense, au niveau de la compréhension des consignes. Ils ont de l'énergie, les kids. Puis, tu sais, moi, ma fille, elle a fait du jiu-jitsu brésilien, elle a fait de la danse, elle a fait de la gymnastique.
pense que peu importe le sport, peu importe n'importe quoi, il faut que tu leur fasses découvrir justement l'activité physique pour être capable de, au pire, qui n'aiment pas ça, mais ils vont avoir le choix de ne pas aimer ça ou d'aimer ça. 100%. 100%, je suis d'accord avec toi. Puis je reviens sur un fait que tu as dit que tu avais un message à passer dans ton livre, dans l'Octogone. Au niveau du message à passer, c'est ma 4e question, je me demandais, bon, en ce moment, on voit partout ton collaborateur, Georges Saint-Pierre, ton collègue, on va dire ça comme ça, qu'on connaît tous, Georges Saint-Pierre. Ton ami, je peux l'appeler de même, je n'osais pas, mais peu importe. Donc, Georges Saint-Pierre, présentement, est partout dans les médias avec Bet99. Okay, donc là, cette fameuse compagnie, on ne sait pas trop où, mais en tout cas, tu peux faire des paris en ligne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une sorte de casino en ligne qui est légal. Peu importe, pas au Québec, mais vous regarderez les documentaires là-dessus. Donc, ceci étant dit, je ne suis pas prêt à dire que Georges essaie de passer un message que le pari sportif est bon. Mais je pense pas du tout. Mais ma question, c'est pourquoi tu n'es pas... T'es pas la tête d'affiche de Bet99 ou Parce que je suis pas Georges Saint-Pierre. Il y a toujours une renommée qui va avec ça. Puis, Georges, c'est un ami. Georges, pour moi, c'est le meilleur athlète qui a jamais existé dans ce sport-là. J'ai un très grand respect envers Georges l'athlète, honnêtement. Puis, il a amené le sport à un autre niveau. Aujourd'hui, on a les tests antidopage qui sont vraiment à la fine pointe à cause de lui. Ça a été son cheval de bataille pendant très, très longtemps. Puis, c'est drôle, tu me parles de ça parce que souvent, ça fait... J'en parle aussi dans ma conférence. Souvent, on me demande si j'ai été fâché d'avoir été dans l'ombre de Georges toute ma carrière. Puis c'est la réalité, mais avec raison, Georges. Je veux dire, c'est comme Superman, on s'entend. Là, il est devenu champion du monde, il a défendu son titre 9 fois, je pense. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait. Mais moi, j'ai jamais fait ça pour être un deuxième Georges Saint-Pierre. Là. J'ai fait ça pour être le premier Patrick Côté. Puis je pense que je l'ai fait comme il faut. Je pense que je l'ai établi justement. Mon but que j'avais fait, c'est de devenir la meilleure personne, la meilleure athlète possible avec les capacités que moi j'avais. 100%. Puis c'est ça que je trouve déplorable souvent, c'est soit en business, soit à l'école, on va souvent dénigrer les autres pour se remonter à la place de garder la lumière sur nous autres, puis faire grossir notre entreprise, puis faire grossir notre personnalité. À la place, quand on met la lumière sur nous autres, on va splitter en deux pour bâcher un autre à côté, bâcher une entreprise pour se remonter avec nous autres. C'est un peu la maladie du politicien, ça. C'est ça que j'appelle. Tu comprends? Fait que moi, c'est comme ça que j'ai décidé à un moment donné d'arrêter de partager la lumière avec les autres, puis juste de la garder sur moi, puis de miser sur mes propres mes qualités à moi. Puis dans la vie, par rapport à tes objectifs personnels, bon, évidemment, la UFC, c'est un sport de compétition. Tu joues contre quelqu'un d'autre, mais moi, je trouve que dans la vie, dans tes objectifs personnels, c'est toi contre toi. Tu sais, si ton objectif, c'était ça, puis tu l'as battu, sois fier de toi. Regarde pas à côté pour te dire que l'autre est meilleur. Mais... Puis tu as raison. Puis tu sais, l'espèce de... C'est un peu cliché, là, au pire, quasiment cucu, là, en bon québécois, mais tu vas te regarder dans le miroir puis tu vas dire lui qui est à battre, c'est celui que tu regardes dans le miroir. 100%. C'est ton plus grand adversaire, c'est lui que tu regardes dans le miroir, tu te regardes dans les yeux. Si tu es capable de te regarder dans les yeux dans le miroir, déjà, tu as accompli quelque chose de très fort. Tu as tout à fait raison. Je suis 100% d'accord avec toi et on va aller dans le concept, en fait, dans la période de ta vie actuelle, depuis 2008, pardon. On est, oui, c'est ça, 2008. 2008, tu es analyste francophone pour tous les combats diffusés à RDS présentement. On en a parlé. C'est un peu comme l'après-carrière pour plusieurs sportifs, dont toi dans la UFC. Ma question, c'est que si une compagnie t'approcherait demain matin, parce que, bon, comment dire? Si une compagnie t'approchait pour associer ta notoriété à un produit, avant de rentrer dans ta période de communication, quel produit choisirais-tu? Puis pour passer, quel message le ferais-tu? Au-delà de l'argent, là. Au-delà de l'argent, moi, j'ai été porte-parole pour beaucoup de choses pour les enfants. J'ai été porte-parole pour Tel Jeune, pour le Club des petits déjeuners du Québec, pour la Maison Le Fort, qui est des soins palliatifs pour les jeunes aussi, qui est une maison extraordinaire, qui vivent que des dons. Et ça, c'est incroyable qu'il n'y ait pas plus de support à cette maison-là. Ça vient de... Moi, ça me touche bien gros parce que nous, on a eu des paniers de Noël quand j'étais jeune. T'sais. On a eu de la difficulté. On vivait sur le seuil de la pauvreté. Donc, aujourd'hui, je suis aisé parce que j'ai travaillé pour. Mais aujourd'hui, si je suis capable de redonner ce que j'ai aujourd'hui, en sachant ce qu'eux, ils vivent,
Donc, je vais toujours lever la main, je vais toujours être volontaire pour aller aider les jeunes, aller aider les jeunes à grandir puis à se sortir de là ou seulement juste à se trouver une passion, puis être capable de grandir là-dedans. Donc, n'importe quoi qui va toujours se rapprocher des enfants puis d'évolution d'un enfant, ça va toujours être bien spécial pour moi. Si tu avais un nom à dire, là, ils nous écoutent, disons, aujourd'hui, puis on aimerait ça avoir le contrat, est-ce que tu as une idée d'une compagnie auquel tu aimerais t'associer pour ta carrière en communication avec ta notoriété? Pas vraiment. J'ai pas personne à qui on dirait que je viens de gagner un combat et je veux caler quelqu'un. Là. Mais non. Mais non, tu sais, j'ai pas vraiment de compagnie dans ma tête. Il y a des compagnies que je ne m'associerai jamais parce que leur point de vue n'est pas d'accord avec moi. Ça, c'est bien important pour moi. Puis moi, la relation d'affaires que j'ai avec une compagnie est très importante. Oui. J'ai été commandité par une compagnie qui s'appelle Hayabusa pendant des années et des années. C'est une compagnie de linge, une compagnie de gants de boxe. Mm-hmm. Et quand j'ai eu mon plus gros pic de popularité, il y a plein de compagnies qui venaient m'offrir plus d'argent pour un seul combat. Puis eux, ça faisait une dizaine d'années qu'ils me suivaient. Puis, dans ma tête, c'était pas logique d'accepter plus d'argent pour défaire une relation d'affaires que j'avais depuis des années. Puis que même quand j'ai été blessé pendant 2 ans, ils m'ont jamais lâché. Ils m'ont toujours supporté. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus important. C'est quand tu bâtis des relations d'affaires, tu sais qu'ils vont être là quand ça va bien, mais tu sais qu'ils vont être là quand ça va mal. Des fois, c'est un one-shot deal. Tu vois juste le big picture au présent. Ouais. Après ça, ça ne marche plus. Donc, c'est plus pour ça. Moi, j'aime beaucoup bâtir des relations d'affaires. J'aime beaucoup que les deux soient gagnants là-dedans. C'est mon pitch de vente. À toutes les fois, je dis on va trouver une façon que les deux soient heureux là-dedans. Win-win. Puis on va retrouver la fameuse on va couper la poire en deux, puis tout le monde va être heureux. Moi, c'est important pour moi, ça. Excellent. Depuis 2008, on en parlait tantôt, on te retrouve à tous les combats de UFC à RDS comme commentateur. Ce qui est présentement ton mandat dans le monde des communications, 2 livres commentateur télé. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te convertir au milieu des communications? Ben, écoute, ça a été quand même une opportunité qu'on m'a donnée au début. Là, écoute, j'ai commencé à TQS. Je ne sais même pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Le mouton noir de la télé. Le mouton noir de la télé, exact. À TQS, puis on est resté là jusqu'à V. C'est un gars qui s'appelle Philippe Del Pozo qui m'a donné ma première chance de décrire des combats. Évidemment, je savais de quoi je parlais. Ah oui, avec ton expérience. J'avais pas la même élocution, évidemment. J'ai pris de l'expérience, j'ai pris des cours de diction aussi. Puis pour moi, ça aussi, c'est devenu une passion. Donc, je me suis amélioré là-dedans, mais j'étais allé chercher des ressources aussi. Mais ça a toujours été quelque chose de bien le fun parce que je voulais partager la passion de mon sport avec plein de monde. Puis là, par la suite, c'est devenu à gauche, à droite, j'ai eu des opportunités d'acting, j'ai eu des opportunités de faire des conférences. Puis là, à un moment donné, tout rentre en l'ordre comme un casse-tête. Puis aujourd'hui, la communication, ce monde-là m'intéresse bien gros. Excellent. Je te souhaite énormément de succès dans les années à venir. Pat, sincèrement, très content. C'est déjà la fin. Déjà? Ça va vite, hein? Oui, non. Okay. Ça va très vite. On dirait que ça prend, je sais pas, une minute, mais non. C'est déjà tout ce qu'on avait. J'ai une dernière question pour toi. Tu t'es battu toute ta vie sur différentes formes, on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on peut considérer que tu as arrêté de te battre parce que tu es dans le monde des communications. Tu es là pour commenter puis passer le flambeau, j'imagine, au prochain, puis inspirer les jeunes et les gens qui sont passionnés du sport. Tu as toujours eu la pédale dans le fond. Ma grande question, c'est est-ce que tu peux me donner 3 grandes inspirations que tu as eues dans ta vie qui t'ont permis de te rendre où tu es aujourd'hui et de nous les partager pour ceux qui aimeraient suivre ce cheminement-là? Bien, comme j'en ai parlé au début, ma mère a été extrêmement courageuse. Je la regarde aujourd'hui, puis je me suis beaucoup inspiré de elle, de ce qu'elle me disait. Elle dit, faut pas, tu n'acceptes jamais ton sort. C'est pas vrai que tu peux pas avoir quelque chose de mieux si tu le veux. Donc, ça a été bien important pour moi. Mon premier coach, Philippe Lagacé, à Québec, c'est vraiment lui qui m'a pris sous son aile, puis c'est le premier qui a cru en moi, vraiment, que j'étais capable de faire ce sport-là comme un métier à temps plein. Donc, ça a été une belle marque de confiance, puis je vais toujours en être vraiment... je vais toujours être apprécié, ce monsieur-là, maintenant, parce qu'il a toujours cru en moi, puis on se parle encore aujourd'hui, puis il sait, j'ai dit à plusieurs reprises aussi,
Je pense que c'est important aussi de le dire. Oui, 100%, de le verbaliser. Puis la troisième, ben, tu disais que j'ai arrêté de me battre, mais c'est pas vrai. Je vais me battre toute ma vie pour rester dans ce que j'ai, puis pour améliorer toujours mon sort, pas aux dépens des autres, mais aux dépens de ma famille, mais pour ma famille. Donc, la troisième, ben, c'est mes enfants. Mes enfants, je veux pas qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu, mais en même temps, je veux qu'ils réalisent ce qu'ils ont. Donc, je vais toujours me battre pour qu'ils manquent de rien, mais pour moi, les valeurs que j'ai eues, puis l'éducation que j'ai eue de OK, il faut que tu travailles quand même pour avoir ce que tu veux, ça va être très important pour moi de leur enseigner aussi. Donc, évidemment, la motivation que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup mes enfants, puis je vais continuer à me battre toute ma vie pour eux autres. Très belle analogie. Puis une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, qui ont l'impression de se battre, d'être essoufflés, de ne pas être capable d'avancer, alors que toi, je t'entends depuis tantôt, tu te bats, mais tu respires là-dedans, tu avances, tu nages, tu défonces des murs. Puis c'est une très belle phrase de finir en disant « Je me bats pour mes enfants, je ferai la même chose. » J'ai une autre analogie que se battre, là, je dirais travailler fort, mais je vois... C'est la même chose. C'est la même chose, exactement. C'est de continuer de persévérer, d'avancer, puis de ne pas abandonner. Puis te battre, c'est pas à coup de poing. Là. Non. Ben, ça dépend des jours, mais... Ouais, ça dépend, mais je veux dire, c'est grinder, c'est travailler, puis... Je dis tout le temps la même chose. Le mot la chance, la seule place qui vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. C'est plus que tu travailles, plus que tu deviens chanceux. Moi, le monde qui sont le plus chanceux dans ma vie, c'est des travaillants, puis ils n'arrêtent pas. Puis, c'est pas un speech de preacher, j'essaie de dire, mais c'est ça pareil. Puis non, la vie, elle ne te doit rien. Dans les fois, tu vas dire merci la vie, mais la vie peut te donner le cancer demain matin. Là. Ça, c'est Donc, vrai. j'essaie tout le temps que ma journée de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc, je me lève tous les jours. J'essaye. Est-ce que j'ai toujours été de même? Non. Mais à un moment donné, j'ai appris que les échecs, c'est pas quelque chose qui va me ralentir, c'est quelque chose qui va me faire avancer. Donc, je vais m'améliorer. Puis à toutes les fois que j'essaie de quelque chose, puis que je me plante ou que j'ai un échec, je me dis, OK, j'ai appris quoi de ça? Puis j'avance. Puis la meilleure façon de sortir de ça, c'est de trouver quelque chose qui te passionne encore. Et je suis fatiguant avec ça, mais ça te prend une passion pour être capable de mettre les murs à terre, de passer par-dessus tous les obstacles. Trouve ça quelque chose qui te grind. Puis c'est pas obligé d'être une job à 500 000. Ça peut être juste, je sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose qui te fait lever le matin et que tu es heureux de faire. T'sais. Je pense qu'encore une fois, je l'ai dit tantôt, mais je pense pas qu'il y a un chèque de paye qui mérite que tu sois malheureux. Très grand message. Est-ce que tu te considères privilégié d'être passionné dans la vie ou d'avoir la chance de vivre de ta passion? J'ai été privilégié de pouvoir faire ma passion pendant 15 ans de temps, mais le privilège vient avec le travail aussi. Il n'y a personne qui m'a rien donné. J'ai travaillé pour, je me suis bien entouré. Je pense que dans une vie d'athlète puis dans la vie de tous les jours personnelle, c'est une des plus grandes qualités que tu peux avoir, c'est de trouver du monde bien autour de toi et de bien l'entourer. Puis ça, je l'ai fait toute ma vie. Magnifique. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation en studio. Et merci à vous d'avoir été là. Je vous rappelle qu'à chaque semaine, vous pouvez, pour cette saison exclusivement, gagner vous aussi votre privilège. On a 6 livres dédicacés de notre ami Pat Côté qui est venu nous voir en studio aujourd'hui, accompagné d'un abonnement par livre pour écouter le prochain gala de la UFC. Manquez pas ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de partager l'épisode et nous, on se retrouve la semaine prochaine.